Bonjour à tous. Je me présente, moi c'est Roxana Brosse. Je suis pédiatre, allergologue immunologue récemment graduée du programme de l'Université de Montréal. Puis aujourd'hui, ça va être vraiment mon plaisir de vous présenter un peu les dernières connaissances par rapport aux allergies sur le lait. Je suis ici avec Anne-Marie Hamel aussi d'Allergie Québec, donc ça se peut qu'elle intervienne pendant la présentation. Puis, il va y avoir une période de questions à la fin de la présentation, donc gardez vos questions en note, puis vous pourrez les inscrire ensuite par clavardage pour qu'on discute plus en détail des choses qui restent un peu moins claires. Donc, on y va. L'allergie au lait, quelles sont les dernières avancées? Donc, le plan de la présentation aujourd'hui, on va parler un petit peu de clinique. Donc, on va départager l'allergie au lait versus l'intolérance au lait, quelles sont les différences. Aussi parler un petit peu des allergies IG-médiées versus les allergies non IG-médiées. Cliniquement, comment ça se présente, comment on les traite. Brièvement, on va parler aussi des réactions croisées avec le lait puis avec d'autres aliments, notamment le soya, le bœuf. On va parler de la prise en charge de ces patients-là, de leur évolution naturelle. Puis ensuite, on va aller un petit peu plus dans les dernières avancées. Donc, comment on peut accélérer la tolérance de ces patients-là à l'aide de l'hydrolysée ou de probiotiques. Puis comment on peut prévenir aussi les allergies en parlant des diverses études qui sont sorties récemment. Donc, les objectifs d'apprentissage, on va les passer vite, ça revient un petit peu au plan de mon traitement. J'aimerais aussi remercier les médecins qui sont sur cette diapositive-là, qui ont ensemble travaillé pour faire une belle présentation sur l'allergie au lait. Puis, il y a quelques-unes de mes diapositives qui sont tirées de leur présentation. Donc, je voulais leur faire mention. Et voici mes divulgations. Donc, on va parler de quelques petits cas cliniques. On commence par bébé grognon, qui est un petit bébé de 2 mois, qui pleure beaucoup, qui régurgite souvent. Puis la mère trouve aussi que, en fait, elle mentionne qu'elle a trouvé beaucoup de mucus puis des filets de sang dans les selles de son enfant. Donc, vous voyez le bébé au bureau. C'est un bébé qui est en bon état général. Puis par ailleurs, il grandit bien, il se développe bien. Puis, il n'y a pas d'autres antécédents personnels particuliers. C'est un bébé qui est allaité. Puis, la mère, parfois, lorsqu'elle a besoin, elle lui donne aussi un petit peu des préparations lactées. Donc, quel pourrait être le diagnostic de cet enfant-là? Possiblement qu'il s'agit d'une allergie aux protéines du lait de vache. Dans ce cas-ci, probablement plus de type non-IG-médié. On a un autre petit bébé Sapic, qui a 6 mois, qui lui se présente différemment. En fait, lui, la mère mentionne qu'après avoir mangé ses céréales pour bébé, il s'est mis à vomir à peu près 15 minutes après. Plusieurs vomissements. Puis, de manière concomitante, elle a noté aussi une éruption cutanée qui s'est produite au niveau du visage, au niveau du tronc. Quand vous voyez le bébé, c'est un bébé qui est en bon état général, qui a quand même sur la peau un petit peu d'eczéma, donc de dermatite atopique. Puis quand la maman vous montre la photo de la réaction, on note, excusez-moi, on revient en arrière, on note qu'il y a des petites plaques d'urticaire aussi sur le visage. Donc, c'est un bébé qui est allaité, qui a récemment débuté les céréales. Dans la famille, il y a des antécédents d'atopie, d'allergie, d'eczéma. Puis donc, plus probablement, ce petit bébé-là, il s'agit d'une allergie aux protéines du lait de vache, mais de type IG-médié. En sachant que les céréales pour bébé, la plupart des céréales, surtout quand il faut rajouter de l'eau dans les céréales, il y a souvent de la poudre de lait qui est contenue dans ces céréales-là. Donc, la réaction ici est probablement due à ça. Comment on départage les réactions alimentaires qui peuvent se produire au lait? En fait, il y a 2 grandes classes. Donc, il y a les classes de type immunologique, donc allergique, dont on va parler plus en détail. Puis, il peut y avoir aussi des réactions non immunologiques. Dans les réactions non immunologiques, il y a une panoplie d'entités qu'on peut retrouver. Exemple, ce qu'on trouve le plus fréquemment, puis que les gens confondent souvent avec l'allergie, c'est l'intolérance au lactose qui en fait est due à un déficit enzymatique, un déficit en lactase. On va y revenir un petit peu plus loin. On peut aussi avoir des troubles gastro-intestinaux comme du reflux gastro-œsophagien. Il peut s'agir de causes infectieuses comme une intoxication alimentaire à la salmonelle, par exemple. On peut avoir aussi des troubles métaboliques
comme la galactosémie, qui est une erreur innée du métabolisme, des anomalies structurales comme une sténose du pylore, une maladie de Hirschsprung. Puis finalement aussi, il peut y avoir des réactions non immunologiques de type psychogénique, certains enfants qui peuvent avoir des aversions alimentaires à certains aliments. Je mets un petit bémol sur l'aversion alimentaire juste parce qu'il faut savoir que surtout en allergie, il nous arrive fréquemment de voir des enfants dont l'allergie se présente en fait par une aversion alimentaire, exemple à l'introduction des œufs ou même du lait, où les parents vont dire ah mon enfant il aime pas les œufs, dès que je lui en donne il me recrache, il aime pas ça. Mais ça peut être parce que, exemple, ça donne des nausées ou ça pique dans la bouche, puis l'enfant n'est pas capable de le verbaliser, mais les allergies alimentaires peuvent aussi se présenter de cette manière-là. Puis en fait, c'est quand même assez fréquent même qu'on le voit. Si on passe brièvement sur l'intolérance au lactose, donc le lactose, c'est un sucre, hein, c'est pas une protéine, c'est un sucre, c'est un disaccharide qui est composé de galactose et de glucose. Puis l'intolérance au lactose, c'est une cause vraiment rarissime de problèmes au lait chez les enfants en bas de 6 ans. Les causes congénitales sont encore plus rares. Puis, comme on l'a dit, c'est dû à une déficience enzymatique en lactase. La lactase, c'est une enzyme qu'on retrouve dans l'intestin qui va scinder le lactose en glucose et en galactose. Et lorsqu'on manque de lactase, en fait, le lactose qui va être non absorbé va se retrouver au niveau du côlon, va être fermenté par les bactéries, puis il va avoir aussi une augmentation de la pression osmotique qui va causer les symptômes qu'on connaît de douleur abdominale, de flatulence, de diarrhée. Ça va se produire quand même quelques heures après la prise de produits laitiers. Donc, c'est pas immédiat comme les allergies immédiates. Puis, si on fait une diète d'exclusion de lactose, les symptômes vont se résoudre à l'intérieur d'une semaine. Actuellement, on peut traiter l'intolérance au lactose soit en faisant une diète d'éviction, donc en utilisant des produits sans lactose, ou on peut aussi utiliser des enzymes de remplacement. Maintenant, si on va plus dans le vif du sujet, donc les réactions immunologiques au lait, donc les réactions allergiques, habituellement, c'est dû plus aux protéines du lait, donc, et non au lactose qui est le sucre du lait. Comment on définit une allergie alimentaire? C'est défini comme étant une réponse immunitaire qui est d'une part inadéquate et d'autre part qui est excessive après avoir été en contact. Habituellement, quand on parle des allergies alimentaires, c'est un contact par ingestion aux composantes, comme on a dit, surtout les protéines, et qui va être reproductible. Donc, quand on va être réexposé à l'aliment, on va avoir les mêmes symptômes. Un petit schéma pour un peu discuter du spectre des réactions immunologiques. Donc, d'une part du spectre, on a les réactions IgE-médiées qui sont, exemple, les anaphylaxies, les syndromes d'allergie orale. Puis à l'autre bout du spectre, on a les réactions qui sont non IgE-médiées, donc dont on va parler, exemple, FPAS, les entéropathies. Puis au milieu, on a les réactions mixtes qui sont un peu d'IgE-médiées, un peu non IgE-médiées, comme l'eczéma, l'œsophagite éosinophilique. Le lait peut vraiment se retrouver dans la majorité de ces réactions-là, donc on va faire le tour un petit peu ensemble. Puis, en fait, pourquoi l'allergie au lait est importante? On sait que c'est la première protéine étrangère qui est introduite dans l'alimentation de la plupart des enfants, ce qui en fait l'allergie la plus fréquente. Donc, jusqu'à 2,5% des enfants vont présenter une allergie au lait. Et c'est quand même la troisième cause d'anaphylaxie alimentaire. Donc, c'est quand même une problématique qui est importante. On est allergique à quoi dans le lait de vache? Comme on l'a dit, ce sont les protéines. Puis le lait de vache est composé principalement de la caséine, qui est une protéine qui est thermostable, et des protéines du lactosérum, qui sont, elles, thermolabiles. Les protéines du lactosérum aussi, lorsque il y a des processus de fermentation et d'acidification, par exemple dans les yogourts, il va y avoir une diminution du nombre de protéines intactes, ce qui fait en sorte que certains patients vont être capables de tolérer les formes cuites du lait. Donc, jusqu'à 75% même des enfants allergiques au lait vont être capables de tolérer les formes cuites. Quand on parle des formes cuites, on parle vraiment des formes dans les mélanges, comme dans les gâteaux, dans les muffins, qui sont cuites au four pendant 20 minutes et plus. Si on parle maintenant des allergies IgE-médiées au lait, donc des allergies immédiates, si on revient à notre spectre, on se retrouve vraiment là, au
au bout du spectre IgE-médié. C'est des enfants qui vont se présenter habituellement avec des présentations qu'on connaît très bien. La plupart des systèmes, en fait, ça peut toucher tous les systèmes, mais les principaux systèmes qui vont être touchés vont être la peau. Donc, on peut avoir de l'urticaire, de l'angioédème. On peut avoir aussi une atteinte gastro-intestinale, présenter des vomissements, des diarrhées, des douleurs abdominales. Puis ensuite, les deux systèmes habituellement qui sont les plus redoutés, qui peuvent donner les manifestations les plus sévères sont le système respiratoire. Donc, si on a une atteinte laryngée haute, on peut avoir un stridor. Puis une atteinte pulmonaire basse, à ce moment-là, on peut avoir un bronchospasme, donc vraiment une crise d'asthme, de la difficulté à s'oxygéner. Et au niveau cardiovasculaire aussi, on peut avoir une chute de tension qui peut mener à une perte de conscience et une diminution du débit sanguin. L'urticaire, donc la présentation cutanée qui est habituellement la manifestation la plus commune des allergies. Donc, ça ressemble un petit peu à ça, l'urticaire. C'est des petites plaques qui sont surélevées, qui sont prurigineuses, donc qui démangent beaucoup. Puis, la particularité de l'urticaire, c'est qu'une même lésion va durer habituellement moins de 24 heures parce que la demi-vie de l'histamine, qui est l'amine vasoactive qui va causer les plaques d'urticaire, est très courte. Habituellement, l'urticaire va être dû à une dégranulation des mastocytes, donc qui sont des cellules qu'on a présentes dans le corps, puis qui vont causer ces symptômes-là. Puis, ces mastocytes-là sont habituellement activés lorsque un allergène va se lier à un IgE spécifique à la surface d'un mastocyte, va faire dégranuler le mastocyte et il va libérer de l'histamine. Juste un petit bémol sur l'activation des mastocytes. C'est quand même intéressant de savoir qu'il n'y a pas seulement les IgE spécifiques qui peuvent activer les mastocytes, mais aussi les IgG, les récepteurs à complément, les Toll-like receptors, un stress direct. Donc, il y a toute une panoplie de médiateurs qui peuvent activer les mastocytes et dont le principal en pédiatrie, ce sont vraiment les virus qui vont stimuler les Toll-like receptors et qui vont causer de l'urticaire. Donc, juste, l'urticaire n'est pas synonyme d'allergie. Très souvent, il y a un petit virus qui se cache en dessous. Maintenant, si on parle plus des allergies non IgE-médiées, donc on se retrouve complètement à l'autre bout du spectre. Il y a 3 grandes catégories d'allergies non IgE-médiées. Puis, si on y va habituellement de la présentation la moins sévère à la plus sévère, la première, c'est la proctocolite allergique, qui va toucher surtout le côlon, le rectum, et qui va se présenter avec habituellement des enfants qui sont allaités, qui sont en bonne santé, puis qui vont présenter des diarrhées, du sang dans les selles lorsqu'ils vont être en contact avec l'allergène, en l'occurrence ici le lait. L'entéropathie qui est induite par les protéines allergiques, c'est plus une maladie qui va toucher l'intestin grêle, et puis qui est un peu le corollaire de la maladie cœliaque, mais avec les autres aliments ici, avec le lait. Donc, les patients vont se présenter plus de manière subaiguë, avec de la malabsorption, avec un retard staturo-pondéral. Et finalement, le syndrome le plus sévère habituellement est le fameux syndrome d'entérocolite induite par les protéines alimentaires, donc le CEPA en français, qu'on appelle souvent le FPAS en anglais, qui lui va toucher tout le tractus digestif, mais principalement l'estomac, avec les vomissements qui sont vraiment le symptôme qui prédomine dans cette manifestation-là. J'ai fait un petit tableau ici pour vous aider à départager. J'ai juste peur d'utiliser la souris puis de... Oui, tantôt j'ai... Ah, voici. Donc, les FPAS, proctocolite et entéropathie, on voit que c'est surtout des maladies du petit enfant. Les FPAS, c'est absolument de la naissance jusqu'à, 1 an, ça dépend vraiment du moment de l'introduction de l'aliment. Alors que la proctocolite, comme c'est très souvent le lait, chez des bébés qui sont allaités, qui vont avoir un allergène qui va passer à travers le lait maternel, souvent c'est chez les plus petits bébés. Mais on voit que les aliments majeurs qui causent les 3 types d'allergies sont vraiment le lait et le soya qui reviennent. Quoique dans le FPAS, les solides qui causent l'allergie de type FPAS, c'est des solides qu'habituellement, on avait tendance à penser qu'ils étaient plutôt hypoallergéniques, comme le riz, le poulet. Mais ça, ce sont des aliments qui vont causer fréquemment des problèmes chez ces enfants-là. Il y a plusieurs co-allergies ou allergies croisées qui peuvent
avoir lieu, surtout dans le FPAS. Dans la proctocolite, le lait et le soya aussi, on voit fréquemment une coallergie. Puis la présentation clinique, c'est comme on l'a dit. Donc, dans le FPAS, le FPAS chronique va se présenter lorsque l'enfant est exposé de manière continuelle à l'allergène. Donc, exemple, s'il prend du lait tous les jours, il va avoir des vomissements intermittents, des diarrhées, un retard saturo-pondéral. Puis par contre, si on retire l'allergène de la diète, puis on le réintroduit de manière subséquente, c'est là que va se présenter le FPAS aigu qui peut être vraiment sévère avec des vomissements répétés, une déshydratation importante qui peut mener à un choc, jusqu'à 15% des enfants quand même. Ces enfants peuvent présenter de la diarrhée, de l'hypothermie, de l'acidose métabolique. Donc, c'est des enfants qui peuvent être quand même assez malades, avoir besoin d'aller à l'urgence, puis d'avoir une réplétion intraveineuse. Alors que les enfants avec proctocolite allergique, actuellement, c'est des enfants qui sont en bon état général. Donc, ils vont avoir du sang dans les selles, mais hormis ça, ils vont se présenter plutôt bien. Puis, l'entéropathie, c'est surtout un problème de malabsorption, comme on l'a vu avec l'intestin grêle. Habituellement, les tests d'allergie chez ces patients sont négatifs parce que nos tests d'allergie sont bons seulement pour dépister les allergies IgE-médiées. Donc, dans ce cas-ci, ce n'est pas médié par les IgE. Un petit bémol, c'est que chez à peu près le quart des enfants avec FPAS, on peut retrouver des tests qui démontrent qu'il y a des IgE spécifiques qui sont présents. Et chez ces patients-là, ça témoigne d'un pronostic un petit peu plus sombre parce que leur FPAS a tendance à moins se résoudre dans le temps. Donc, ça peut quand même avoir une valeur pronostique de faire ces tests-là. Puis, le diagnostic est clinique pour les 3 types d'allergies, outre le fait que dans l'entéropathie, on confirme quand même avec une endoscopie et une biopsie. Puis, ce qu'on voit, c'est que la bonne nouvelle, dans les 3 types d'allergies, il y a une résolution qui a lieu chez la majorité des patients, puis quand même assez rapide, donc assez en bas âge. Tout récemment, je pense en avril dernier, il y a des guidelines qui ont été émis en ce qui a trait au FPAS, donc des critères diagnostiques qui ont été développés, puis de prise en charge aussi. Puis donc, je les ai juste mis ici à titre indicatif, mais ce qu'on voit, c'est qu'il faut vraiment qu'il y ait un critère majeur de vomissement qui soit présent. C'est des enfants qui vomissent pas dans l'heure immédiatement après l'ingestion d'aliments, comme ce qui est le cas dans les allergies IgE-médiées. C'est vraiment 1 à 4 heures après l'ingestion que là, il va se produire les vomissements. C'est des enfants qui vont se présenter avec de la léthargie, de la pâleur, de l'hypotension, de l'hypothermie, puis fréquemment, comme on a dit, qui ont besoin de se rendre à l'urgence puis d'avoir une réplétion intraveineuse. Alors que la forme chronique va se présenter plus de manière intermittente et progressive. La prise en charge maintenant de ces patients-là. Donc, si on a une suspicion d'allergie aux protéines du lait de vache, la première chose, c'est de déterminer est-ce qu'on est plus dans l'IgE-médié ou dans le non-IgE-médié. Donc, ce qui va nous aider, ça va être vraiment la clinique. Si on a une réaction qui a eu lieu moins de 2 heures après l'introduction de l'aliment, qu'on a eu des symptômes d'urticaire, d'angioëdème, un flare-up de l'eczéma, des symptômes gastro-intestinaux, mais qui sont vraiment rapprochés ensuite à l'ingestion ou des symptômes pulmonaire. Donc, on est plus dans le spectre de l'IgE-médié dans ce cas-ci. L'IgE-médié, comme on l'a vu, c'est plus des réactions retardées, donc 1 à 4 heures après l'ingestion, puis qui vont être vraiment de manière prédominante gastro-intestinale et qui peuvent se présenter avec un retard saturo-pondéral. Lorsqu'on est incertain, est-ce qu'on se retrouve dans l'IgE-médié, dans le non-IgE-médié, c'est pas toujours clair. À ce moment-là, ce qu'on peut faire, c'est faire une diète d'éviction stricte de tous les produits laitiers pendant 2 semaines. Donc, si c'est un enfant qui est exclusivement allaité, à ce moment-là, c'est la maman qui fait la diète d'éviction. Ou si c'est un enfant qui est non allaité, à ce moment-là, on change pour une formule hypoallergénique. Et puis, on évalue. S'il n'y a pas d'amélioration après 2 semaines, les chances que ça soit que les symptômes soient dus à une allergie aux protéines du lait de vache est quand même faible. Donc, à ce moment-là, il faudrait envisager un autre diagnostic. Et si, au contraire, on voit une amélioration, à ce moment-là, on poursuit la diète, on fait un suivi rapproché et on peut demander de l'aide de nos collègues allergologues ou diététistes au besoin. Si on a notre suspicion d'allergie, cette fois-ci, on suspecte qu'il s'agit d'une allergie IgE-médiée. À ce moment-là, c'est vraiment très important de faire une diète d'éviction stricte.
Important de savoir que si les formes cuites sont tolérées chez l'enfant, habituellement c'est plus chez les enfants plus vieux là, que chez les très petits, mais on continue les formes cuites. Donc tout ce qui est déjà toléré, on n'enlève pas, on le poursuit. Si l'enfant est allaité, on poursuit l'allaitement. Et pour le lait de remplacement, le premier choix, c'est les laits fortement hydrolysés. Puis, on peut aussi utiliser les laits à base d'acides aminés. Pas oublier de prescrire l'auto-injecteur d'épinéphrine à l'enfant au cas où il y a de manière inadvertante une ingestion accidentelle. On peut lui prescrire un bracelet médical alerte aussi. Et encore une fois, les nutritionnistes sont des aides vraiment importantes pour suivre ces patients-là, surtout en ce qui a trait aux suppléments, substituts, s'assurer que les apports en termes de vitamine C, de calcium sont suffisants. C'est aussi des enfants qu'on aime bien voir en allergie parce que de notre côté, on va pouvoir confirmer l'allergie avec des tests épicutanés, avec des tests sanguins, donc avec des IgE spécifiques. Lorsqu'il y a un doute, on peut faire une épreuve, un Oral Food Challenge, une épreuve de provocation orale pour voir est-ce qu'il y a vraiment une allergie, est-ce que l'allergie se résout dans le temps, est-ce que les formes cuites peuvent être tolérées, puis plus ou moins aussi des traitements maintenant qui peuvent, dont les patients peuvent bénéficier, dont on va parler d'immunothérapie orale. Donc ça, c'est les tests sanguins et les tests cutanés qu'on fait en allergie. Le petit bébé, là, les tests sont sur le dos, mais habituellement, c'est sur la face antérieure de l'avant-bras qu'on fait les tests. Puis ces patients-là, comment ils évoluent? Plutôt bien. Donc l'allergie au lait, c'est une des allergies qui a tendance à se résoudre dans le temps. Donc à 3 ans, près de 90% des enfants vont avoir une résolution de leur allergie au lait. Encore une fois, je mets un petit bémol sur cette statistique. C'est des statistiques qui sont sorties dans les années 90, mais plus récemment, il y a une dizaine d'années, les statistiques étaient un petit peu plus sombre, mais à 16 ans, il y a quand même 80% des enfants qui ont une résolution de leur allergie au lait. Maintenant, l'allergie non IgE-médiée, comment on prend en charge? Donc, si c'est un enfant qui est allaité et qui est symptomatique, évidemment, on essaie de poursuivre l'allaitement le plus possible pour les bienfaits qui viennent avec. On demande à la maman de faire une diète d'éviction. Encore une fois, les nutritionnistes qui sont des alliés vraiment important. Et on peut quand même prescrire la formule hypoallergénique parce que les diètes d'éviction, c'est pas évident pour les mamans. Puis, au moins, ça leur donne un plan B. Puis, ça diminue la culpabilité si jamais elles sont pas capables de faire la diète complètement. Et lorsqu'il s'agit de bébés non allaités, à ce moment-là, on va d'emblée avec la formule hypoallergénique. Même chose, premier choix, lait fortement hydrolysé, puis deuxième choix, le lait à base d'acides aminés. À savoir que jusqu'à 20% des enfants avec allergie non IgE-médiée vont avoir besoin d'une formule à base d'acides aminés, donc le garder en plan B. Et puis, en ce qui a trait au soya, on sait qu'il y a beaucoup de co-allergies, donc idéalement, on l'évite. Mais encore une fois, si le soya est déjà introduit et est toléré, on garde tout ce qui est toléré dans l'alimentation. Pour faire le diagnostic, c'est pas nécessaire de faire une provocation orale si on a une histoire qui est typique et puis qu'après la diète d'éviction, il y a une amélioration des symptômes, mais on peut le garder comme autre méthode de faire le diagnostic si ça demeure incertain. Puis vraiment important de monitorer la croissance de ces enfants-là et d'introduire les autres solides normalement. Donc, il n'y a pas de règle pour les autres aliments. Ils peuvent être introduits comme les parents l'auraient fait normalement. Pour ce qui est des produits laitiers, comme on sait que les allergies ont tendance à se résoudre quand même assez précocement, ce type d'allergie-là, encore même peut-être plus que l'allergie IgE-médiée, la réintroduction des produits laitiers peut être tentée vers 12 à 18 mois ou, selon les guidelines récemment émis, 12 à 18 mois après la dernière réaction. Donc là, encore une fois, c'est important d'utiliser son jugement clinique selon la réaction. Est-ce que la réaction a été extrêmement sévère? À ce moment-là, la réintroduction devrait se faire en clinique ou en milieu hospitalier. Si les réactions étaient légères, souvent, ça peut être introduit à la maison. Puis l'évolution naturelle de ces enfants-là, ben c'est ça. C'est à 3 ans, il y a quand même 85% des enfants qui vont avoir une résolution de leur allergie non IgE-médiée. Donc, c'est quand même une maladie qui a un bon pronostic. Comment on réintroduit les protéines du lait de vache?
Habituellement, on y va par étapes. Donc, on va du moins allergénique au plus allergénique. Donc, on commence par des petites quantités des produits qui sont très dénaturés, donc qui sont cuits au four, comme les biscuits, les gâteaux, les muffins. On réintroduit pendant plusieurs jours. Si ces produits-là sont bien tolérés, à ce moment-là, on peut aller plus avec le fromage où c'est partiellement dénaturé. En troisième étape, on peut aller avec les yogourts, les crèmes glacées, puis finalement, avec le plus allergénique, on finit par le lait entier. Si on revient aux formules de lait, donc il y a tellement de sortes de lait, hydrolysé, faiblement hydrolysé, fortement hydrolysé, acide aminé. Comment on fait pour choisir quel lait donner à l'enfant? Donc, ce qu'il faut savoir, en fait, c'est qu'il y a plusieurs préparations pour nourrissons qui sont divisées selon la structure des protéines. Donc, les formules habituelles vont se présenter, avec des protéines intactes, mais il y a aussi certaines formules qui sont partiellement hydrolysées où les protéines vont être partiellement scindées, comme son nom le dit. On a les formules fortement hydrolysées, puis finalement les formules qui sont où la protéine est vraiment scindée à son plus petit élément qui est l'acide aminé. Pour ce qui est des enfants qui ont des allergies, qu'elles soient IgE-médiées ou non, les formes intactes, évidemment, et les formes partiellement hydrolysées sont inadéquates pour ces enfants-là parce que jusqu'à 50% des enfants vont présenter des réactions aux formules qui sont partiellement hydrolysées. Donc, on va vraiment avec les fortement hydrolysés ou les acides aminés. Et chez les enfants, ça, ce sont des alternatives habituellement chez les enfants plus vieux. On peut savoir qu'il y a d'autres alternatives aussi qui ne sont pas à base de protéines du lait de vache. Donc, on a les formules à base de soya, à base d'amandes, à base de riz, à base de chanvre. Il y a même une nouvelle formule à base de pommes de terre. Donc, il y a vraiment une panoplie d'autres alternatives. C'est important lorsqu'on utilise ces alternatives-là de le faire conjointement avec des nutritionnistes parce que, comme vous voyez, en termes de calories, en termes de protéines, puis surtout en termes de gras, on n'a pas les mêmes apports. Puis on n'arrive pas nécessairement à avoir les apports suffisants. Donc, souvent, nos nutritionnistes, ce qu'elles font, c'est qu'elles vont rajouter, exemple, de l'huile d'olive dans l'alimentation pour s'assurer que les apports en gras sont suffisants. Donc, c'est important d'avoir leur avis également. Maintenant, si on parle des allergies croisées et des co-allergies en ce qui a trait au lait, je fais la différence entre allergie croisée et co-allergie, dans le sens où les allergies croisées, c'est lorsqu'on a un allergène, donc un épitope qui est une partie de l'allergène, qui est ici, dans ce cas-ci, le lait, puis un autre épitope d'un autre aliment qui ressemble beaucoup au lait, puis donc le système immunitaire se mélange et croit qu'il est allergique aux deux, alors que les co-allergies, ce sont des protéines, des épitopes qui sont structurellement vraiment différents, mais qu'on voit dans la population une prévalence plus importante d'allergies, des deux allergies de manière concomitante. Donc, par rapport aux allergies IgE-médiées, les gens qui sont allergiques au lait de vache vont avoir une grande proportion de réactivité croisée avec les laits de chèvre et le lait de mouton. Donc, jusqu'à 90% des enfants vont être allergiques aux deux parce que les protéines sont très, très similaires. Donc, évidemment, ce n'est pas une bonne alternative de lait pour ces patients-là. Par contre, de manière intéressante, le lait de jument et le lait de chamelle est structurellement assez différent du lait de vache. Donc, il y a juste 10% des patients qui vont avoir une allergie croisée à ces laits-là. Là, vous allez me dire, c'est pas évident de trouver ces laits-là et vous avez raison. Donc, en clinique, c'est rarement utilisé, mais c'est intéressant à savoir. Pour ce qui est du soya, 10 à 15% des enfants qui ont une allergie au lait vont avoir une allergie au soya aussi. Et le bœuf, c'est à peu près 10%. Donc, c'est pas énorme non plus. Par contre, quand il y a trait aux allergies non IgE-médiées, donc ici, on parle surtout du FPAS, il y a 30 à 40% des enfants qui vont avoir une allergie concomitante au soya. Donc, c'est pour ça qu'on dit souvent d'éviter le soya. 16% vont avoir des allergies à d'autres solides. Et par contre, l'allergie au bœuf, on ne sait pas. Il n'y a pas de données sur les allergies non IgE-médiées et le bœuf. Donc, quand on dit aux mères de faire des tests d'exclusion, puis on leur dit d'éviter le lait, le soya, le bœuf, c'est probablement des données qui sont extrapolées de nos connaissances sur les allergies IgE-médiées, mais on n'a pas de données pour le non IgE-médié.
Ça, c'est un tableau qui est tiré du même article dont je vous parlais, des recommandations, des guidelines sur les FPAs. Donc, on voit que les CM, c'est cow's milk, donc lait de vache et soya, on a beaucoup d'allergies croisées. Soya et lait de vache, encore une fois, beaucoup d'allergies croisées. Lorsqu'on a une allergie aux solides, on a quand même jusqu'à 44 de risque d'avoir d'allergie à d'autres solides, et etc. Maintenant, l'objectif du traitement des patients allergiques, évidemment, c'est d'accélérer leur tolérance orale, c'est-à-dire d'accélérer le moment où ils vont être capables d'introduire ces aliments-là dans leur diète. Puis il y a 3 grandes façons, si on veut, de le faire, selon les études plus récentes. Donc, une forme, c'est d'introduire les formes cuites dans l'alimentation pour accélérer la résolution des allergies. Donc, il y a des études qui ont montré que lorsqu'on introduisait le lait cuit chez les enfants allergiques qui, évidemment, toléraient le lait cuit, quand on dit lait cuit, encore une fois, c'est cuit au four, dans les mélanges, dans les gâteaux, dans les biscuits. Donc, on voyait que les patients qui avaient introduit puis qui consommaient fréquemment le lait cuit avaient tendance à avoir beaucoup plus de résolution de leur allergie au lait que les enfants qui évitaient toute forme de lait. La seconde manière d'induire une tolérance, c'est via l'immunothérapie orale, dont on va parler. Puis la troisième, c'est tout ce qui a trait à la recherche du microbiome et des probiotiques, dont on va parler plus en détail aussi. Donc, si on se concentre maintenant sur l'immunothérapie orale, comment ça fonctionne l'immunothérapie orale? Habituellement, ça se fait en 3 phases. Donc, la première phase, c'est la phase d'escalade qui se fait à l'hôpital, où vraiment on prend des poussières infimes de l'allergène et de manière croissante. Donc, on commence vraiment avec des nanogrammes. Puis, à toutes les 20-30 minutes, on augmente de manière graduelle l'allergène jusqu'à se rendre à un seuil qu'on a visé. Chez les patients très, très allergiques, des fois, ça peut être difficile même de faire cette méthode. Donc, il y a certains protocoles qui s'aident avec l'omalizumab ou le Xolair, qui est un anti-IgE. Puis avec l'omalizumab, on arrive à d'abord faire une escalade plus rapide, puis d'obtenir des seuils, donc au jour 1, qui sont beaucoup plus élevés que 100. La deuxième phase, c'est la phase qu'on appelle de build-up. Donc, une fois que le patient est parti à jour 1, il a toléré une certaine dose, il rentre à la maison avec cette même dose, puis il continue à prendre cette même dose à tous les jours, juste avant qu'il revienne en clinique 2 semaines après habituellement. Et là, on augmente la dose. Il retourne à la maison avec sa nouvelle dose d'augmentation. 2 semaines après, on le revoit, on augmente encore une fois la dose, juste à temps qu'on ait atteint, encore une fois, un seuil qu'on a visé. Et puis, on se rend à la phase de maintenance où le patient continue à manger l'aliment à tous les jours dans la diète pour garder sa tolérance alimentaire. Quels sont les mécanismes sous-jacents ou qui expliquent pourquoi l'immunothérapie orale fonctionne? Il y a encore beaucoup de zones grises, des choses qu'on ne comprend pas. Ce qu'on sait, c'est qu'il y a d'une part les lymphocytes T qu'on appelle, qui ont été polarisés en TH2, qui sont actuellement responsables des allergies, de la création des IgE spécifiques. Pendant l'immunothérapie, les cellules TH2 spécifiques à un allergène vont être, d'une part, vont subir une délétion, donc vont être tués, si on veut, puis d'autre part, vont subir une anergie, donc ils vont devenir un petit peu plus tranquilles, hyporéactives. Il y a aussi les cellules dendritiques qui vont présenter les allergènes à des lymphocytes T naïfs, donc qui n'ont jamais rencontré d'allergènes, et qui vont faire en sorte qu'ils vont se différencier en lymphocytes T régulateurs, qui vont, eux, d'une part, supprimer l'effet des cellules TH2 spécifiques, et d'autre part, qui vont aussi jouer sur les lymphocytes B, qui sont, eux, responsables de la création des anticorps et donc des IgE spécifiques, qui va diminuer le taux d'IgE spécifique et qui va augmenter les taux d'IgG4, qui sont habituellement les anticorps neutralisateurs des allergies, si on veut. À Sainte-Justine, vous avez peut-être entendu parler, il y a Dr. Philippe Bégin qui est allé se former à Stanford en immunothérapie orale, qui est revenu il y a maintenant quelques années et qui a mis sur pied une clinique d'immunothérapie orale.
donc qui vient vraiment tout récemment d'être mise sur pied. Juste à titre d'intérêt, si vous avez des patients qui sont intéressés par l'immunothérapie orale, il y a quand même certains critères pour qu'ils puissent être référés. Donc, il faut évidemment que ce soit des enfants chez qui on a démontré une allergie, habituellement grâce à des IgE spécifiques qui sont supérieurs à la valeur prédictive positive de 95 Puis, si les tests récents démontrent une valeur inférieure à 95 à ce moment-là, il faut soit qu'ils aient eu une réaction récente à l'intérieur des 2 dernières années ou qu'ils aient eu une provocation orale positive aussi pour confirmer le diagnostic parce qu'évidemment, on ne veut pas désensibiliser des patients qui sont peut-être plus allergiques. Il y a des critères de priorisation aussi qui ont été mis en place parce qu'il y a beaucoup de demandes et Dr Bégin voulait prioriser les enfants qui avaient, exemple, des allergies multiples ou qui avaient des allergènes, des allergies à des allergènes multiprésents, exemple le lait ou les œufs, surtout ceux qui ne tolèrent même pas les formes cuites, le soya, le blé, donc les gens chez qui l'impact peut être important. L'âge, donc, ils priorisent les enfants plus jeunes parce qu'on sait que la désensibilisation est plus facile chez les enfants plus jeunes, puis elle est plus soutenue, et aussi selon des critères de qualité de vie. Donc, ces critères-là sont vraiment juste pour prioriser le temps moyen d'attente, mais tous les patients qui sont allergiques, qu'ils soient extrêmement allergiques ou moins allergiques, sont éligibles à participer à la clinique. Maintenant, si on parle de la dernière forme d'induction de tolérance, donc en ce qui a trait au microbiome et aux probiotiques, aux allergies, en fait, l'idée vient du fait que de l'hypothèse de l'hygiène, où on voit que la diminution de l'exposition à plusieurs maladies infectieuses pendant l'enfance et à plusieurs micro-organismes inoffensifs semble avoir contribué à une augmentation des troubles de régulation, comme l'auto-immunité et les allergies. Donc ça, c'est l'hypothèse de l'hygiène. Maintenant, l'OMS, elle définit les probiotiques comme étant des micro-organismes vivants qui peuvent avoir des effets bénéfiques sur la santé de l'autre lorsqu'ils sont consommés en quantité adéquate. Et Dr Canani et son équipe, là, qui sont une équipe italienne, ont en fait fait des observations qui laissaient supposer que ces bactéries-là bénéfiques, donc les probiotiques, pourraient avoir un impact sur les allergies et pourraient les atténuer ou même les prévenir. Donc, d'où l'idée de 3 grandes études qui ont été menées par son équipe, qu'on va revoir en fait la première et la dernière parce que celle du milieu rejoint un peu les deux idées. Mais la première étude qu'il a faite est une étude qu'il a menée auprès de 55 nourrissons qui étaient âgés entre 1 et 12 mois, qui avaient une allergie au lait confirmée. Donc, dans cette étude-ci, il a inclus autant les enfants avec allergie IG-médiée et allergie non IG-médiée, et il les a randomisés à avoir une formule hypoallergène avec ou sans LGG, qui est un type de probiotique qui est le plus étudié en allergie. Et en fait, son outcome, c'est qu'il regardait 6 mois et 12 mois après l'intervention qui avaient toujours une allergie aux protéines du lait de vache. Et ce qu'on peut voir, c'est que tant les patients avec allergie non IG-médiée ou IG-médiée, on voit que la tolérance était, qu'il y avait beaucoup plus d'enfants qui avaient acquis une tolérance au lait dans le groupe qui avait reçu le probiotique. Donc, ce qui laissait sous-entendre que potentiellement la supplémentation d'un probiotique pourrait accélérer l'apparition de tolérance aux protéines du lait de vache chez ces enfants. L'autre question qui s'est posée, c'est par rapport à la marche atopique. Donc, la marche atopique, c'est le concept selon lequel les enfants allergiques ont souvent une évolution naturelle connue. Donc, ils vont être plus à risque lorsqu'ils commencent à avoir un eczéma et des allergies alimentaires en bas âge, à finalement plus tard avoir de l'asthme, de la rhinite allergique. Et donc, son équipe s'est posé la question à savoir, est-ce qu'une tolérance orale pourrait réduire l'apparition des autres allergies dans le cadre de cette marche atopique-là? Et donc, dans cette étude, il a fait une étude à plus grande échelle où il avait plus de 200 nourrissons qui, à ce stade-ci, avaient des allergies IG-médiées confirmées. Et il les a randomisés de la même manière. Donc, un groupe avec les hypoallergènes et l'autre groupe hypoallergène avec probiotiques. Et en fait, il regardait l'occurrence d'une manifestation allergique 36 mois après l'intervention.
Puis ce qui est considéré manifestation allergique, c'était eczéma, asthme, urticaire et rhinite allergique. Et ce qu'il a vu, en fait, c'est qu'il y avait une réduction quand même de 23% de l'incidence d'autres manifestations allergiques lorsque les enfants avaient une supplémentation de probiotiques dans le lait. Finalement, on va passer brièvement, mais parler de 3 études qui sont parues dans les dernières années dans le New England Journal of Medicine par rapport à la prévention des allergies. Donc, ces études-là ne sont pas spécifiques au lait, mais peuvent potentiellement s'appliquer. La première dont vous avez probablement entendu parler, c'est la fameuse étude LEAP, dans laquelle c'est une équipe anglaise. Donc, ils ont étudié 640 enfants qui étaient à risque d'allergie. Donc, ce qui définissait à risque, c'est des enfants qui avaient soit un eczéma sévère et une allergie aux œufs, donc des enfants qui avaient en bas de 1 an. Et ils ont pris un groupe, ils les ont randomisés à l'introduction précoce des arachides, où ils leur ont dit, l'autre groupe, vous touchez pas aux arachides avant 5 ans, qui étaient les recommandations actuelles à ce moment-là. Et ils ont regardé à 5 ans le taux d'allergie chez les patients. Puis ils ont aussi sous-divisé en 2 groupes. Donc, certains qui étaient déjà sensibilisés, donc il y avait des tests cutanés positifs entre 1 et 4 mm aux arachides, mais qui toléraient les arachides, et ceux qui avaient des tests négatifs. Et ce qu'on a vu, c'est une réduction relative de l'allergie de 86% dans le groupe qui n'était pas sensibilisé et de 70% dans le groupe qui était sensibilisé. Donc, ce qu'on voit vraiment, le groupe qui avait consommé des arachides, autant ici qu'ici, et les 2 groupes combinés avaient beaucoup moins d'arachides. Donc, ce qui laissait supposer que l'introduction précoce d'arachides pourrait prévenir l'allergie aux arachides chez des nourrissons à risque. Ensuite, une autre étude qui est apparue récemment, c'est l'étude EAT, qui est une étude aussi à grande échelle, où ils ont pris 1300 bébés, mais cette fois-ci, c'était des bébés qui étaient des bébés normaux. Donc, c'était pas des bébés qui étaient à risque, qui étaient exclusivement allaités. Puis, à l'âge de 3 mois, ils les ont soit randomisés à l'introduction précoce de 6 aliments allergéniques ou de ne rien introduire avant 6 mois, telles qu'étaient les recommandations à ce moment-là également. Et ce qu'ils ont vu, en fait, c'est qu'ils ont regardé voir si à 1 an et 3 ans, le taux d'allergie diminuait. En fait, ils n'ont pas vu de diminution du taux d'allergie en intention to treat, donc en intention de traiter, les taux d'allergie étaient les mêmes. Par contre, si on regarde l'étude par protocole, où ils ont vraiment vu qui a vraiment suivi la diète comme il faut, à ce moment-là, ils ont vu une petite différence au niveau des taux d'allergie. Donc, ça laisse supposer que l'introduction orale précoce des solides chez des nourrissons qui sont normaux, ça fonctionne pas, mais en fait, probablement ça fonctionne pas juste de par le fait que la compliance est trop difficile d'introduire les solides chez ces petits enfants. Dernière question, c'est une maman qui est enceinte, qui va avoir un petit bébé et qui a déjà un enfant qui a une allergie au lait. Puis elle se demande, qu'est-ce que je dois faire maintenant avec son frère qui s'en vient? Qu'est-ce que je lui donne? Est-ce qu'il y a moyen de prévenir les allergies chez lui aussi? Donc, comment on définit des enfants à risque? C'est des enfants qui ont un parent du premier degré qui ont de l'atopie. Donc, soit une allergie alimentaire, de l'eczéma, rhinoconjonctivite ou asthme. Et chez ces patients-là, les recommandations actuelles demeurent que l'allaitement demeure la source optimale de nutrition pendant les 6 premiers mois. Et il n'y a aucune étude qui a démontré qu'il y a un bénéfice d'utiliser un lait hydrolysé plus que l'allaitement. Vous comprendrez, juste pour des raisons d'éthique, ces études-là n'ont pas pu être faites. Par contre, il y a des études qui ont montré que l'utilisation d'une formule partiellement ou fortement hydrolysée pourrait prévenir l'eczéma chez ces patients-là qui sont à risque et qui ne peuvent pas être allaités. Mais il faut mettre un petit bémol sur ces recommandations-là qui vont peut-être être amenées à changer parce qu'une méta-analyse récente a montré que ces recommandations étaient peut-être moins claires que ce qu'on pensait auparavant. Donc, voici la fin de ma présentation. Si vous avez des questions, je vous invite à les écrire sur le clavardage et puis on va y répondre le mieux possible. Il n'y a aucune question pour l'instant, peut-être
on peut continuer avec le reste du matériel. OK, parfait. Pendant qu'il se manifeste. Super. Donc, on avait des petites diapos en surplus, donc on va les passer. Et si vous avez des questions qui viennent, n'hésitez pas. Donc, en fait, la dernière partie, c'était plus de parler de la partie dont on a évité de parler. Donc, on a parlé des allergies IG-médiées, on a parlé des allergies non IG-médiées, si vous vous rappelez sur le spectre, mais on n'a pas parlé de la partie mixte. Donc, un petit topo juste sur l'eczéma et l'allergie, spécifiquement l'allergie au lait. Quel est le rôle de l'allergie ou l'allergie alimentaire chez l'eczéma? En fait, c'est un sujet qui est un peu débattu. Donc, juste sachez que tous les experts ne s'entendent pas sur ce sujet, mais c'est quand même quelque chose qu'on voit habituellement chez les jeunes enfants, donc les enfants en bas de 5 ans. Chez les enfants plus vieux qui ont de l'eczéma, le rôle de l'allergie alimentaire est beaucoup moins clair. Mais on sait que chez les petits enfants, donc les nourrissons qui ont un eczéma modéré à sévère, il y a quand même de 30 à 60 qui ont des allergies alimentaires qui sont prouvées via des challenges double blind et placebo controlled. On sait aussi les types d'allergies alimentaires chez ces enfants-là peuvent se présenter d'une part par l'allergie classique, donc urticaire, anaphylaxie, mais peut aussi se présenter avec des flare-ups d'eczéma, donc ce qui rend le diagnostic un petit peu plus difficile. Et comment prendre en charge ces patients-là, surtout quand la manifestation est ultimement que de l'eczéma. C'est controversé, comme on le disait, parce qu'il y a certains experts qui craignent que si on retire un allergène qui est toléré et qu'on le réintroduise plus tard, mais que l'allergie se manifeste vraiment en allergie IG-médiée grave de type anaphylaxie. Mais d'autre part, l'eczéma peut vraiment nuire à la qualité de vie de ces patients-là. Donc, on se guide un peu par l'histoire clinique, par les tests cutanés et ou par une provocation orale. Puis on va suivre ces enfants-là de manière très, très rapprochée parce que souvent, ils ont de multiples allergies puis sont à risque de carence nutritionnelle. Toujours pas de questions. Je les vois pas si vous en avez, mais on les attend après lundi. Voilà. Donc, je vais lire la question. Bonjour, faites-vous la différence entre herpès chronique et allergie non IG-médiée ou c'est pour vous la même chose? Donc, effectivement, c'est une bonne question. Le herpès chronique rentre dans les catégories des allergies non IG-médiées. Donc, je ne sais pas si je peux revenir ou ça va être compliqué. Non? On va trouver moyen. Ça va être plus facile de... Donc, en fait, quand moi je parle d'allergie ou quand on parle d'allergie non IG-médiée, ça contient toutes les entités suivantes. Donc, le FPAS, la proctocolite et l'entéropathie. Et là-dedans, effectivement, rentre le FPAS chronique, qui pour moi est une forme d'allergie IG-médiée, mais l'allergie non IG-médiée, mais l'allergie non IG-médiée s'étend aussi au FPAS aigu, à la proctocolite allergique, puis à l'entéropathie. Je ne suis pas certaine si ça répond à la question. Donc, la prochaine question. J'ai tendance à recommander diète d'éviction pour les bébés avec eczéma. Est-ce OK? Donc, c'est une très bonne question. Comme je vous dis, l'eczéma, c'est un sujet qui est un petit peu touché, donc sur lequel les experts s'entendent pas. La diète d'éviction, il faut faire attention parce que elle peut avoir quand même des conséquences. Et on la réserve vraiment aux enfants qui ont un eczéma sévère et qui ont un eczéma réfractaire. Donc, si un enfant a un eczéma, avant de faire toute chose, puis même de suspecter des allergies, il faut vraiment s'assurer que l'eczéma est contrôlé et traité de manière optimale. Puis souvent, ce qu'on se rend compte, c'est que dans la communauté, il y a beaucoup de corticophobie, d'une part des parents, puis d'autre part des médecins. Donc, il faut vraiment s'assurer que l'enfant est, crémé de la tête aux pieds et que deux, qu'il a vraiment des corticostéroïdes de force appropriée pour son eczéma. Et si malgré
un traitement optimal de son eczéma, l'eczéma persiste et qu'il est sévère, à ce moment-là, l'idéal, c'est vraiment de les référer. Je comprends que c'est pas toujours facile, mais c'est de les référer en allergie pour qu'à ce moment-là, ils puissent être évalués de manière adéquate pour être sûr qu'il n'y a pas de diète d'exclusion qui est faite au détriment soit de la mère allaitante ou soit du bébé. Ah, il y a une dernière question. Quelle crème pourcentage? Donc ça, c'est une question, c'est difficile à répondre, c'est vraiment au cas par cas, mais je vous dirais qu'en termes de force, ça arrive quand même assez fréquemment. Puis là, encore une fois, nous, c'est sûr que j'ai fait ma formation en Sainte-Justine, donc on a quand même un bassin de patients qui ont de l'eczéma sévère qui nous sont référés, mais on n'hésite pas à aller à des forces donc sur l'échelle de 1 à 7, là, d'aller à des forces de 5 pour ce qui est trait du visage, puis même et des plis, et même parfois des forces de 4 pour le reste du corps. Mais si c'est des enfants, quand il y a un eczéma sévère, qui peuvent aussi être référés en dermatologie, puis on travaille souvent conjointement avec les dermatologues pour déterminer quand il y a un eczéma sévère qui est réfractaire, à ce moment-là, ils nous sont référés en allergie. Une autre question, est-ce qu'on peut essayer la réintroduction des produits laitiers avant 12 mois dans les cas moins graves de non-IgE médié? C'est sûr que, comme je l'ai dit, c'est vraiment du cas par cas. Habituellement, classiquement, on attend 12 mois parce qu'on sait que les chances que l'allergie soit résolue avant 12 mois est moindre. Mais lorsque ça arrive souvent que c'est des cas gris, puis on n'a pas clairement prouvé, hors de tout doute, qu'il y a vraiment une allergie non-IgE médiée. Donc, quand c'est des cas qui sont légers ou la zone est grise, je pense qu'encore une fois, c'est laissé au bon jugement du clinicien, puis selon le confort du parent aussi. C'est pas une règle absolue qu'il faut attendre 12 mois, mais ce sont les recommandations actuelles. La prochaine question. Allergie au lait maternel, en voyez-vous souvent? Je suis pas sûre si la question c'est en fait c'est que les mamans allaitantes, il y a une certaine proportion des mamans qui vont excréter dans leur lait les protéines allergènes du contenu consommé par la maman. Donc oui, c'est quelque chose qu'on voit quand même assez fréquemment, mais habituellement c'est pas au lait maternel même parce que les protéines du lait maternel sont différentes que les protéines du lait de vache, mais c'est plus souvent vraiment les protéines du lait de vache ou du soya ou des arachides ou d'autres allergènes consommés par la mère qui vont se retrouver dans son lait maternel et qui vont sensibiliser les enfants et qui habituellement se présentent, c'est des contenus infimes là, qui sont excrétés, mais qui vont se présenter plutôt comme de l'eczéma chronique. Ça, on en voit souvent. Crème non cortisonnée. Pour les enfants avec eczéma, le traitement de base, c'est de les crémer avec de la crème hydratante normale pour qu'ils soient glissants. Là, qu'on dit, il faut qu'ils soient vraiment extrêmement, extrêmement crémés. Dès qu'ils sortent du bain, mettre la crème. Donc ça, c'est le traitement de base. Si on met de la cortisone sur un enfant qui n'est pas crémé à la base, ça ne sert à rien. Donc, ça prend vraiment des émollients. Puis ensuite, lorsque c'est pas suffisant, effectivement, on rajoute des crèmes de cortisone. Et dans le visage, maintenant, souvent, on va rajouter aussi le Protopic, qui est une crème sans cortisone, qui n'a pas les effets secondaires d'amincissement de la peau qu'on va voir avec la cortisone. Peut-on avoir la conférence papier? Donc, ça, oui, on va vous envoyer la conférence via courriel à l'intérieur d'une semaine à peu près là, de la présentation. En fait, l'autre, je suis pas sûre si c'est une question ou un commentaire, mais ça existe l'allergie au lait maternel, même si la mère ne prend pas de lait. Encore une fois, je vous dirais que l'allergie au lait maternel même, ni dans ma courte carrière, mais ni dans la littérature, j'ai la connaissance que ça existe. Habituellement, ça peut être une autre protéine que le lait, par contre. Donc, il faut s'assurer que la mère fait vraiment une diète d'éviction parfaite, ce qui avec le lait est vraiment difficile parce que c'est une protéine qui est omniprésente.
mais aussi ça peut être un autre allergène qui n'est pas le lait. Donc, d'où l'importance parfois de faire voir ces enfants-là en allergie, où on peut détecter quel est l'allergène auquel l'enfant est sensibilisé à travers des tests épicutanés ou des tests sanguins. Ensuite, la prochaine question. Si un essai de réintroduction au lait est fait vers 9 à 12 mois et que l'enfant réagit, maux de ventre, reflux, doit-on attendre 12 mois avant de refaire un essai? Nous avions en tête 2 à 3 mois. Et c'est une très bonne question parce que, en fait, effectivement, en pratique, je vous dirais que surtout quand ce sont des réactions qui sont légères, on va avoir tendance à réessayer plus 3 à 6 mois après. Les recommandations de 12 mois, c'est vraiment les recommandations qui sont tirées des guidelines pour le FPAS. Puis le FPAS, c'est vraiment une entité qui n'est pas très fréquente. Donc, c'est plus la protocolite allergique qu'on va voir, qu'on a tendance à voir plus fréquemment. Donc, pour ce qui est du FPAS, quand les enfants ont vraiment des vomissements profus, avec hypotension, avec léthargie, habituellement, on attend 12 mois, puis habituellement, c'est une introduction qu'on préfère faire sous surveillance médicale. Mais je reviens à la même mention de utiliser son jugement clinique. Puis, pour ce qui est des allergies non hygiémédiées, non sévères, 2 à 3 mois, c'est aussi ce qui se fait en clinique. La prochaine question. Autre protéine que le lait, soya ou bœuf, comme œuf qui passe aussi dans le lait maternel? C'est une très bonne question. L'œuf, oui, donc on le voit fréquemment. Mais je pourrais aller revoir vraiment les autres. Je ne sais pas si on a vraiment les données de quelle protéine passe et quelle protéine passe pas, mais juste par expérience clinique, notamment les œufs, c'est quelque chose qu'on voit, oui, assez fréquemment. Merci pour le commentaire. Et puis, la dernière question, je recommande de réintroduire le lait de soya après 2 semaines d'éviction ou la fin des symptômes, est-ce OK? Donc, si on parle encore une fois des allergies non hygiémédiées, le lait de soya, ça dépend toujours des symptômes du patient, de la sévérité des symptômes, du niveau de confort des parents, des alternatives autres qu'on a ou pas. On a plutôt tendance à éviter le soya chez les patients juste parce qu'on sait qu'il y a beaucoup d'allergies croisées, puis ça devient difficile de départager est-ce que c'est le soya, est-ce que c'est la diète qui n'est pas faite de manière parfaite. Donc, en pratique, habituellement, on évite le soya plus longtemps avant de le réintroduire. Mais chez les patients qui le tolèrent, comme on dit, ça peut être une bonne source alternative qui coûte beaucoup moins cher que le lait hydrolysé. Donc, c'est encore sujet à débat, mais je pense qu'il n'y a pas encore de réponse claire pour votre question. Puis la dernière question, avez-vous eu des cas de sensibilité au gluten via l'allaitement maternel? C'est une question, en fait, ça dépend si on parle d'allergie au blé, donc l'allergie hygiémédiée au blé, aux céréales, qui est très fréquente et que oui, on peut avoir via l'allaitement maternel, versus la sensibilité au gluten si on parle plus de la maladie cœliaque. Ça, c'est une bonne question. Je ne saurais vous répondre, mais je pourrais me renseigner puis vous envoyer une réponse par la suite. Donc, merci énormément, Dr. Labrosse. Excellente présentation. Merci beaucoup. Bonne journée tout le monde. Merci à tous.